Et bienvenue. Salut à tous pour ce react, pour ce débrief, la roue du temps. Avec Captain Popcorn. Et avec Laurie au calme. C'est moi. Vous pouvez le retrouver d'ailleurs, on est aussi en direct sur ton TikTok. Hein. Ouais, en direct sur mon TikTok, en direct sur les réseaux de Prime Video, on est partout. C'est la classe. Et donc, alors, que ce soit clair tout de suite, hein, l'émission, c'est quand même pour celles et ceux parmi vous qui ont vu les 3 premiers épisodes de La Roue du Temps, voilà, qui ont été diffusés ce vendredi 19. Donc on n'aura pas de spoiler sur les bouquins, on va faire attention parce que moi je les ai lus. Voilà, alors lui a lu les bouquins, moi j'ai pas lu les bouquins, donc en fait tout ce que je vais vous dire pour les prochains épisodes, ça va être de la pure théorie parce que je ne sais pas du tout. Donc par contre toi, évite de dire grand chose plus tard. Je vais faire attention. C'est un exercice difficile. Et donc bon, alors on a 8 épisodes au total hein, sur cette première saison, sachant qu'il y en aura maintenant un par semaine chaque vendredi jusqu'au 24 décembre, une jolie date pour le dernier épisode. Beau cadeau de Noël. Mais là du coup je vais bien aimer les vendredis soirs, tu vois, je vais me dire, ce soir j'ai une petite soirée et je m'assoirai à La Roue du Temps. Déjà les vendredis soirs c'est plutôt cool hein, de manière générale, mais là c'est encore mieux. Alors je vais replacer un petit peu le contexte. Alors La Roue du Temps c'est quoi alors c'est une série mais c'est l'adaptation d'une saga littéraire. Une saga littéraire qui a eu un très grand succès, qui a encore un très grand succès, 90 millions de copies vendues dans le monde. Ouais, 80 millions de bouquins, c'est pas mal. 90 millions et ça c'est avant la série donc ça peut... D'accord, ouais, donc ça va augmenter avec la série forcément. Parce que la série elle démarre fort aussi si j'ai bien compris. J'ai bien l'impression et donc on a 14 tomes. C'est 14 tomes des pavés en plus, ils font presque 1000 pages. Ah ouais, ouais, pardon. Ben oui, on est... Ah ouais, 1000 pages, ah ouais. Presque, ça va. Dire que l'univers est extraordinaire, il danse de fou. Ouais, ok. Et donc les auteurs, on a 2 auteurs, puisqu'on a Robert Jordan et on a Brandon Sanderson, puisque malheureusement Robert Jordan, qui a publié le premier livre en 90, n'a pas pu aller jusqu'au bout de son œuvre majeure, puisqu'il est mort en 2007. Mais il savait qu'il avait une maladie, etc. Donc il a pu laisser de nombreuses notes, expliquer à sa femme, notamment à la fin, et son épouse a donc choisi Brandon Sanderson. Qui est un auteur encore actuel, un excellent auteur de fantasy et qui a écrit les 3 derniers tomes. Donc une personne de confiance quoi. Et on a une fin, moi que j'ai vraiment adoré. Ah donc toi tu penses qu'il a bien géré la relève du bouquin, donc il n'y a pas de risque. Il a vraiment géré de ouf, moi j'ai beaucoup aimé la fin. On a un monde qui est très classique, et peut-être que vous avez fait on va en parler avec les références, notamment au Seigneur des Anneaux. On a un démarrage très très classique, mais après, sachez que c'est un monde avec beaucoup de points d'originalité qui s'enrichit énormément au fur et à mesure de l'intrigue. Mais du coup, pourquoi cette inspiration à Seigneur des Anneaux? C'est parce que c'est efficace. Alors, c'est efficace, et puis c'était en 90, et pour se faire publier, à ce moment-là, c'était un peu pour rassurer l'éditeur, un peu, tu vois. D'accord, ouais, c'était bien de se mettre un peu dans les traces du géant. Ok, c'était un peu les bases de ce genre de série à l'époque. De Tolkien, livre, exactement. Okay. Et, Tolkien. Alors, de toute façon, on peut voir déjà en termes de... On a nos quelques notes, hein, parce que bon... Voilà. Ah ouais, on a fait nos devoirs, hein, de bons devoirs maison, à l'ancienne. On a déjà comme point commun, alors comme les hobbits sont arrachés à la comté pour être projetés dans un monde dangereux qu'ils connaissent pas bien. Sauf que là, ils sont arrachés à la comté. À la comté, ils étaient arrachés, mais en mode vas-y, prends du fromage, prends du raisin et tout. Et là, ils sont arrachés, mais de manière un peu trash, là, on va brutal. dire. Là, c'est prends des boyaux et tout, et va-t'en, tu vois. Donc c'est pas pareil. On a quoi aussi? Après, par contre, la petite différence, c'est que là, dans Seigneur des Anneaux, on a un élu. Bon, on a Frodon avec l'anneau, et alors que là, on a 4 élus potentiels, en fait. Ouais. Et ça, je trouve ça vachement intéressant, parce que je me dis... Qui est l'élu? Et tout comme l'anneau est autant de malédiction, tu vois, c'est une charge aussi. C'est ça. Aussi est-ce que vraiment on a envie d'être le dragon réincarné? Bah ouais, j'ai pas l'impression que ce soit le meilleur des rôles. Ouais, au final, c'est pas forcément super cool. Aussi en référence très visuelle, hein, que vous avez sans doute remarqué si vous connaissez quand même un peu le Seigneur des Anneaux, on a cette séquence avec le bac, la traversée de la rivière à Taren Ferry, qui fait référence à Château-Bouc, Ferté-Bouc, hein, selon la traduction dans le Seigneur des Anneaux, avec, vous savez, dans le Seigneur des Anneaux, le Nazgûl qui s'arrête tout juste au bord de l'eau parce qu'il ne peut pas traverser l'eau vive et eau profonde. Et on a la même chose avec le blême, là, le sans-yeux. C'est ça, qui pour moi d'ailleurs ressemble à Voldemort, on va pas se le cacher. Il est blafard comme lui, il a pas de nez, et juste à part la bouche, mais je trouve il ressemble. En tout cas, je trouve il a plus de flow par contre. Je trouve assez classe. Il a une belle bouche, je pense qu'il fait le bonheur des dentistes. Ouais, j'avoue. Mais attends, par contre d'ailleurs, en parlant de la scène avec la rivière et tout, ouais. On en parle du monsieur qui est reparti nager là. Bah ça va bien, c'est une excellente scène pour mettre en avant la perception du monde et le code moral de Moiraine Sedai,
puisqu'elle va mettre le bien commun. Oui, ça par contre, non, mais je comprends sa décision. En fait, moi je comprends plus la décision d'elle que le monsieur qui est reparti nager. Après, je comprends que c'est pour sa famille. Ben voilà, mais monsieur, t'as bien vu qu'en face il y avait des gros orques là, des trollocs, et leur tête de sanglier, tête de bélier. Je me dis, j'y vais pas moi. Ouais, c'est clair. Bah oui, il s'est laissé prendre par le moment, ce qu'on peut parfaitement comprendre, mais elle restait très calme. Et, on sent l'habitude de la Aes Sedai. Après, comme je vous disais, c'est très très classique la série au début, mais on a différents points d'originalité, on a quelques graines d'originalité qui ont été plantées dès ces premiers épisodes. Peut-être que vous en avez capté quelques-unes, mais sachez que vous pouvez par exemple revoir le premier épisode, la 4e minute du premier épisode. Donc vraiment, on est très proche de l'introduction, parce que là, vous avez dû voir peut-être, je ne sais pas, ces gratte-ciel recouverts de végétation qui nous indiquent en fait qu'on est dans un monde post-apocalyptique. Eh oui, il y a toute une civilisation avec des gratte-ciel très 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 longtemps auparavant. À l'époque, voilà, on a l'image, à l'époque de la dislocation du monde, sur laquelle je vais revenir juste après, comme le premier dragon, enfin en tout cas celui dont on attend la réincarnation, a un peu pété le monde. Hein. Oui. On voit dans les images là, que c'est totalement détruit. Donc ça, c'est pas remarqué. En plus. Je me suis pas rendu compte que c'était vraiment dans un monde détruit et tout. C'est le dragon qui a foutu. Ouais, je vais y revenir. On va y revenir. Alors, on est sur du. Alors, premier point d'originalité, on a du post-apocalyptique. Deuxième point, en fait, le niveau technologique. Là, vous devez sans doute vous dire, on est sur du Moyen-Âge. Bah ouais, on voit, c'est épée, ferme, forgeron, à l'ancienne, quoi. Ouais, complètement. Mais alors, ça, c'est un peu l'ambiance des deux rivières, du village démon dont viennent les personnages, qui est reculé. En fait, au bout d'un moment, t'as Meereen qui dit que vous êtes dans un coin isolé, en fait. Donc, en fait, on comprend que les mecs, c'est dans un coin paumé, vraiment en dehors de la société. Il paraît qu'ils ont même pas connaissance qu'ils sont associés à un royaume. Ouais, d'accord, ils savent même pas. Ok, d'accord. Ah ouais, les mecs sont perdus. Mais en fait, le niveau technologique de ce monde, c'est plutôt la Renaissance, voire la Renaissance assez avancée. Donc voilà, c'est une autre originalité. Et puis enfin, moi, un truc que j'aime beaucoup. Tiens, il n'y a pas Dan Fane à l'écran, on reparlera de lui tout à l'heure. Il est intéressant ce personnage, oui, il est louche pour moi. Et donc un troisième point d'originalité, c'est que dans les inspirations philosophiques, religieuses, on va beaucoup piocher en Orient en fait, vers le bouddhisme, vers l'hindouisme, avec cette notion de cycle, de réincarnation, et pas uniquement dans les références occidentales. Après, il y a beaucoup cette croyance envers la roue du temps. On dirait que c'est une religion. On ne sait pas si c'est une religion, on ne sait pas si c'est une métaphore, ou si c'est un truc concret, la roue du temps au final. C'est un peu tout ça. Je ne vais pas trop en dire, mais dis rien. Mais moi, quand même, en fait, la roue du temps, c'est un peu une métaphore, mais c'est lié au créateur du monde auquel est opposé le fameux ténébreux. D'accord, c'est un peu Et l'ange et démon. Comme vous avez pu le voir dans le magnifique générique qu'on découvre à partir de l'épisode 2. C'est la métaphore du métier à tisser, avec tous ces différents fils qui sont en fait les vies des habitants de ce monde et qui s'entretissent pour former la trame, le dessin, le dessin. D'accord, c'est assez complexe, à la fois riche et... Ok. D'ailleurs, parlant de générique, est-ce que du coup, cela, je sais que sur TikTok, on regarde là, j'ai une question à poser sur TikTok, est-ce que vous êtes du style à zapper les génériques ou à les regarder? Parce que je sais qu'il y a deux écoles, il y a des écoles de gens qui zappent le générique, ils en ont rien à faire et d'autres qui aiment bien regarder. Moi j'avoue, j'aime bien regarder le générique quand c'est bien fait. Ouais, depuis certains génériques ultra stylés, ultra classe, celui de Game of Thrones. C'est ça, ça a motivé les gens en plus regarder les génériques aussi. Ouais, moi j'aime bien. Alors, pour replacer un petit peu justement le contexte, on a donc Moiraine Sedai qui vient rechercher ces jeunes gens en espérant trouver parmi eux le dragon réincarné, sachant que 3000 ans auparavant, plus ou moins, je vous ai épargné quelques années près, on n'est pas à ça près, le monde a donc été disloqué puisque des Aes Sedai masculins à l'époque, puisque les hommes peuvent aussi donc puiser au pouvoir unique, il n'y a pas que les femmes. Et à cette époque, donc les Aes Sedai, dont celui qu'on appelait le dragon, ont décidé d'enfermer le ténébreux. Ils ont plus ou moins... Il est enfermé, le ténébreux, mais il a réussi... ils étaient un peu trop orgueilleux, ces hommes, comme le dit Moiraine dans l'introduction. Et le ténébreux a réussi à corrompre la source masculine du pouvoir. Et c'est ce qui explique que maintenant, tous les hommes qui ont accès au pouvoir, ce qui n'est pas tout le monde, c'est que personne, c'est un peu au hasard... ils vont devenir fous. D'accord, mais parce qu'il a corrompu la source. En fait, on est un peu dans le Adam et Ève inversé, quoi. Du coup, c'est dans la mythologie. Dans leur mythologie, en gros, c'est l'homme qui est la cause du grand malheur qu'il y a eu sur. On pourrait voir ça comme ça. Mais du coup, sur ça, on sent quand même que dans la série, il y a quand même un côté pas infériorité, mais on sent que les hommes
on leur en veut, ça se voit un petit peu qu'on leur en veut. On reparlera tout à l'heure sur un point lore, un peu de développement de l'univers. Je reviendrai sur les Aes Sedai et sur les rouges notamment. Ouais, on va y revenir tout à l'heure, mais effectivement, en tout cas, les femmes ont un rôle très important dans la saga au niveau politique, de puissance, d'intérêt des personnages. Ça, c'est très net, c'est un des points très appréciables d'ailleurs. Et du coup, on va parler de... Est-ce que là, du coup, je m'adresse à la communauté, mais aussi à toi. On va parler de ce qu'on a aimé dans la série, dans les 3 épisodes. À voir s'il y a d'autres choses à dire avant ça. On peut juste rappeler que là, pour l'idée, normalement, le plan de Moiraine et de Lan, son champion, c'était de ramener tout ce petit monde à la Tour Blanche, qui est le quartier général des Aes Sedai. Oui, d'ailleurs, j'aime bien ce personnage, le champion, là, je l'aime bien. Lan, ouais. Je le sens bien, mais j'espère qu'il va mourir, parce que je l'aime bien. Je l'aime bien. Ouais, j'aime beaucoup Lan Mandragoran, le mec très très stoïque, mais avec on découvre au fur et à mesure son humanité. On le sent déjà quand même. Hein. Ouais. Il est inquiet pour Meereen déjà. Ouais, c'est clair. Effectivement, je pense que vous avez vu les épisodes. De toute façon, vous avez un peu les enjeux en tête. On a vu qu'ils sont séparés, que ça va pas être si simple de se retrouver à la Tour Blanche, sans doute. Qu'est-ce que toi t'as particulièrement aimé dans ces... Alors, moi il y a plein de choses. Bon, déjà les effets spéciaux, je trouve que déjà là, on a commencé à l'habitude des séries avec du gros budget et tout, mais là ça fait du bien de voir une série quand même qui a un univers riche, on sait que voilà, c'est que l'univers est crédible, mais surtout qu'on voit que les effets spéciaux ils suivent le truc quoi. Et en fait moi j'aime bien, surtout quand Meereen, fin du premier épisode, elle fait sa magie où elle détruit les Trollocs, ça je trouve ça extraordinaire, et surtout même les Trollocs, le design des Trollocs j'aime bien. C'était quoi, c'est des sangliers, béliers. Ouais. C'est comme genre de créature, mais j'aime bien leur design, j'aime bien tout. Regarde là, on voit dans les images là, quand elle réunit les éléments. Mais du coup, j'ai pas compris. Donc, elle contrôle les éléments ou elle contrôle le vent? Parce que du coup, je me dis, à un moment, elle balance des pierres qui viennent des maisons. À un moment, elle les éjecte. Donc en fait, est-ce qu'elle doit se servir des éléments autour d'elle? Ça, sa magie? En fait, le pouvoir, ce qu'on appelle le pouvoir unique, donc elle va puiser dans la source féminine du pouvoir unique qui s'appelle Seidar, la source féminine. Et l'idée, c'est de puiser dans les différents fils de pouvoir. Et effectivement, là, c'est pas encore trop été développé dans la série, mais certains fils d'éléments sont plutôt liés aux éléments. D'accord. Mais en fait, c'est en tissant dans son esprit, avec ses mains, ces différents fils, pour créer des sortilèges, qu'elle peut avoir différents effets. Et c'est des mélanges très compliqués d'éléments, et elle peut faire obtenir toutes sortes d'effets différents. En tout cas, c'est excellent. Et à la fin, elle était épuisée. Et par contre, voilà, ce que j'ai bien aimé, c'est pas si t'as remarqué, mais dans les trucs d'action, dès qu'une personne contrôle les éléments de la télékinésie, elle scène du nez. Je sais pas si t'as remarqué. Souvent, oui, et là, elle scène pas du nez, je me dis c'est cool. Parce que j'en ai marre. Pourquoi ils scènent du nez à chaque fois les gens? Je n'arrive pas à comprendre. Là, je suis soulagé. Je me dis elle scène pas. Elle est entraînée et tout. Ouais. J'aime beaucoup là, le côté cette scène. Quand, tu vois le champion. Quel champion. La bataille, moi aussi, la bataille du Champ des Monts, j'ai beaucoup apprécié. J'ai beaucoup apprécié les Trollocs. C'est très, comme tu disais, chimérique, ce mélange d'animaux qui sont pas du tout naturels. Et en même temps, on a le côté prothèse, on a le côté maquillage, on a aussi des petits effets numériques, mais c'est pas froid comme que des effets numériques. C'est organique. Ouais, voilà, on sent qu'il y a du sang, on voit qu'il y a des boyaux, on voit que c'est très gore. Et moi, ce que j'ai bien aimé, justement, en parlant de boyaux, désolé, la transition va être horrible, je m'attendais pas à la mort de la femme de Perrin. Surtout la manière dont elle est morte. En fait, je m'attendais à ce qu'un d'eux meure direct, mais la manière dont elle est morte, franchement, je m'attendais pas. C'est terrible. C'est terrible. Et ce que je peux dire, c'est que ce personnage n'existe pas dans les livres. Pardon? Ce personnage, oui. La femme de... Moi, j'appelle Perrine. On fait que chacun va... Perrine. Perrine, sa femme n'existe pas dans les livres, mais c'est très intéressant parce que ça va effectivement poser très rapidement pour le personnage un enjeu fondamental. Parce que là, on sent un personnage détruit, rongé par la culpabilité, qui veut se rattraper. On l'a vu, qui voulait se rattraper dans la montagne en voulant, pour le protéger. Tu vois. Enfin, on sent que le mec, il s'en veut et qu'il veut se rattraper par tous les moyens, en fait. De base, c'est vraiment un bon gars, de toute façon. Ouais, voilà, on sent que c'est un bon gars. C'est ça qui est horrible, en fait. On sent que c'est un bon gars, mais qui a fait un truc horrible, tu vois, sans le vouloir. Dans un autre style, pour parler d'un autre personnage, Nynaeve, moi j'ai beaucoup aimé son introduction du 3e épisode, quand on voit comment elle s'en est sortie après s'être fait emmener par le Trolloc. Quelle femme. Et c'est très en mode je vais déglinguer le prédateur en me mettant dans la source, quoi. Ouais. D'ailleurs, moi je me suis dit, mais elle est morte, parce que tu sais, quand le prédateur il donne des coups, c'est classique, mais là il a donné 15 coups dans l'eau. Je me suis dit, non, elle est décédée là. Tu vois, et après elle sort derrière, elle prend le couteau. Là j'ai fait, non, elle gère. Quelle femme, elle est puissante. Ouais, elle est son côté forte tête, etc., prête à tout pour défendre les siens. J'aime beaucoup dans les livres, et là je trouve qu'elle est très très bien rendue en termes de jeu d'acteur, de scène. Ouais. Sur un autre style aussi, Rosamund Pike, qui est donc l'interprète de Moiraine Sedai,
La façon dans l'épisode 2, un épisode qui prend plus son temps pour poser ses personnages, Oui, etc. c'est vrai qu'il est un peu plus dedans. Elle rebondit sur la chanson que se mettent à chanter notamment Matt et les autres. Ouais. Parce que Matt, il essaie de mettre un peu l'ambiance et tout. Elle a cassé l'ambiance. On est d'accord qu'elle a cassé l'ambiance quand elle a dit tu connais la musique? En fait, ça parle de ça. C'est bien cruel, bien horrible. C'est super triste. Et à la fin, c'est en mode. C'est l'histoire de Manette et Ren. Et en fait, la façon dont elle rend le conte ultra puissant, intéressant, tout ça, en termes de performance d'actrice, j'ai beaucoup. Ouais, c'est vrai que moi, j'étais dans l'histoire. D'ailleurs, est-ce qu'on peut digresser, faire un petit instant théorie là sur ce passage? Vas-y, fais-toi plaisir. Parce qu'en fait, dans le passage, elle parle de la reine de Météren, c'est ça? Qui en fait, Ménétheren, qui en fait se sacrifie parce qu'en fait c'était la fin, ils étaient au pied du mur, et en fait là décide de faire son ultime technique de magie pour détruire à la fois le village et les ennemis. Et en fait, elle se consume elle-même. Et là, je me suis dit, elle parle d'une personne qui s'est sacrifiée avec un énorme pouvoir, sauf que là, on a Meruem et Egwene, qui sont deux personnages Egwene qui a potentiellement un pouvoir et tout. Et je me dis, est-ce que ce serait pas un foreshadowing sur le destin d'un des deux personnages? Je ne te répondrai pas, bien sûr, mais il faut savoir que Robert Jordan est considéré comme un des meilleurs auteurs en foreshadowing. Mais non. Oui. Tu sais, pour moi, le maître du foreshadowing, c'est Eiichiro Oda, qui est l'auteur de One Piece. Pour moi, c'est lui le meilleur de foreshadowing. Si tu me dis que là, il y a un bon level là aussi. Il y a un bon level. Ah bah ça, j'adore, les foreshadowing, j'adore ça. Je sais pas si vous aimez ça, les gens, dites-moi, je pense que c'est sûr, parce que c'est un truc vraiment trop bien. Alors, de manière générale, de toute façon, moi, le cast, je l'ai beaucoup apprécié. J'ai beaucoup apprécié, par exemple, l'introduction de Tom Merrilin, le ménestrel, dans l'auberge de l'épisode 3. Ah ouais, celui qui arrive et qui pousse la musique. Charisme là. Et tout. Ouais, charismatique. Très très cool. En plus, il nous offre un peu une fenêtre vers les nombreuses culture, parce que je vous disais que c'est un univers très très riche. Vous verrez au fur et à mesure, on va découvrir des tas de cultures de différents humains qui peuplent ce monde. Et il nous parle des Aiel, le gars qui est dans la cage là. Oui. Oui. Et ils nous commencent ils ont des coutumes super intrigantes, super intéressantes, les Aiel, et ils auront un rôle assez important par la suite. Je peux au moins vous dire ça. Et c'est très cool qu'ils nous offrent déjà ce petit aperçu. Ouais, c'est vrai qu'il en parle à peine. Et puis après, il est comme ça. Il y a aussi les. Je sais pas si on parlera après des personnages. Il y a des trucs aussi. J'ai envie de parler des personnages. On peut en parler vers la fin. C'est un peu l'instant théorie. Ça marche. Ensuite, alors on a l'intrigue toi qui te plaît pas mal, je pense, sur qui sera le dragon. Ouais, ça me fait kiffer de savoir ça. Je sais pas si ça va vite être résolu, mais moi j'aime bien parce que du coup j'ai toujours le doute. Ok, on peut penser que c'est Ren forcément, parce que c'est le personnage qui est le plus vu, personnage principal, mais c'est pas sûr. Et du coup je me dis qui sera potentiel dragon. Et en fait j'ai l'impression que là ce rôle qui est pour l'instant rejeté de tous va peut-être être convoité de tous, et là ça va peut-être créer des histoires, des conflits, et là en fait je me dis ouais, c'est un peu l'instant théorie, mais je me dis ouais, j'aime beaucoup ça. Moi ça la grande question, c'est que si jamais c'est un homme, eh ben on sait que de toute façon les hommes qui peuvent toucher le pouvoir unique, et le dragon peut forcément toucher au pouvoir unique, ils deviennent fous. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Donc c'est pas fou. Ouais, surtout qu'il y a 3 hommes sur une personne, donc ouais. Quoique. Après, on parle de Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de passer à une petite rubrique « Aviez-vous remarqué ?» Et c'est là, je reviens sur Padan Fain. Alors, le nom, vous l'avez sans doute oublié, mais c'est le colporteur, le marchand ambulant qu'on voit dans le premier épisode, avec qui Matt va négocier le bracelet qu'il a choisi. Ouais, qui s'est fait carotter, d'accord, on est d'accord. Ouais, il s'est fait carotter, il a eu des lanternes contre un bracelet. Oui, et alors Padan Fain, il a tendance à siffler, et je vais vous inviter tout simplement à revoir, juste après l'émission de votre côté, 2 moments des épisodes. C'est dans le premier épisode, je vérifie, c'était à 20 minutes et 40, j'ai même mis 42 secondes. À 20 minutes et 42 secondes, vous regardez pendant 1-2 minutes, et là, écoutez bien. Et ensuite, allez au deuxième épisode et écoutez à partir de 48 minutes. Et voilà, je vous laisse découvrir. Il y aura un truc bizarre. Ouh là là, mais j'avais pas remarqué. Ah, moi j'ai remarqué un petit truc. C'est en fait c'est à la fin de l'épisode, on le sait, mais pour moi je suis pas sûr. C'est qu'en fait la personne elle dit la fanatique des ténébreux. Dana, dans l'auberge, celle qui trahit du coup le héros. Elle dit oui, il y a 5 dragons. On a vu 5 dragons. Voilà. Et du coup à la fin on voit un personnage qui semble être le 5e dragon. Mais on est d'accord que Meruem elle a dit que le dragon est censé avoir la vingtaine. Moiraine, oui, parce que d'après ces informations, les visions qu'il y a eu une Aes Sedai qui était aveugle, etc., normalement, il a été réincarné il y a 20 ans. Voilà, donc en fait, ça peut pas être le personnage qu'on voit à la fin, qui semble beaucoup plus âgé que 20 ans. Là, on le voit effectivement, c'est un personnage qui s'appelle Logain, et qui est interprété par Alvaro Morte, que vous avez sans doute reconnu d'une bande de braqueurs espagnols. Voilà, ouais, le papier, ça parle de papier, à ce qui paraît, la maison en papier, voilà. Et je pense qu'il va être très cool dans ce rôle, mais effectivement, lui, il se prétend... C'est un daron. Il se prétend comme le dragon. Mais quel grand menteur, c'est un daron, il est censé avoir 20 ans normalement. Donc je me dis, il y a un 5e personnage, et est-ce que c'est pas du coup le Meruem, je sais pas...
La maître de Higwen. Nynaeve. Nynaeve, ouais, je suis loin. Il y a beaucoup de noms au début. Ouais, par contre, comme d'hab, je vais me noyer peut-être pendant 2-3 lives, je vais me noyer, mais après, je vais me retrouver. Mais ouais, est-ce que c'est pas Nynaeve, le cinquième dragon? Alors, on sait que Nynaeve peut entendre le vent, ou Higwen. Donc, mais après, ça peut être le Aes Sedai aussi. Enfin, on peut avoir des petits. Voilà, on sait pas trop. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est comme j'avais fait un peu de teasing au début, d'approfondir, on vient de parler des Aes Sedai, approfondir un point de lore, de l'univers, pour vous permettre d'avoir quelques clés de compréhension sans trop aller sur ce que la série va nous montrer. Ouais. Donc pour l'instant, dans ces 3 premiers épisodes, on a vu, si vous avez fait attention peut-être, différentes couleurs chez les Aes Sedai. Donc, sachant qu'au présent de la série, les Aes Sedai sont toutes des femmes, puisque la source masculine du pouvoir est corrompue. Donc les hommes, c'est mal. C'est interdit. Et justement, la toute première séquence de la série, quand on voit des Aes Sedai rouges, dont leur chef Liandrin. Elle a une tête de méchante, je suis désolé, mais elle a une tête de méchante. Une tête de méchante. On juge pas sur le physique, mais elle a une tête de méchante. Et là, on voit les différentes adjas, mais je vais pas évoquer toutes les couleurs, ou alors très rapidement éventuellement, mais donc les rouges, elles pourchassaient des hommes, et c'est pour la bonne raison que le rôle de l'adja rouge chez les Aes Sedai, c'est de pourchasser les hommes qui ont accès au pouvoir. D'accord, c'est leur rôle, c'est leur rôle. Elles ont une mission. Chasse les hommes, ok, d'accord. C'est casser les bouches des mecs qui ont du pouvoir unique. Punaise, grande donc, tête. soit elles les tuent, soit elles les neutralisent, elles les enferment, etc. Mais elles les coupent du pouvoir, ce qui est très douloureux aussi bien pour un homme, pour une femme, être coupé du pouvoir, c'est terrible. Ça équivaut à être coupé d'un membre. C'est un peu une forme de castration symbolique. Ouais, ok, voilà, j'avais parlé de ça, j'avais pas osé. Ok, d'accord. Donc on a les rôles, on a vu Moiraine qui est donc de l'adja bleue, sachant que l'adja bleue là c'est les grandes causes, les justes causes. C'est le juste, ok, bon on reconnaît un peu le personnage, qui a un peu ce côté-là. Qui est prêt à te mettre aussi de côté, tu vois, la vie du gars. Oui, c'est sacrifié pour le bien de tous. Lui, c'est le principal, oui, voilà. Lui après il est parti nager tout seul. C'est sa faute. Ouais, voilà. Et on a vu aussi, rapidement, mais malheureusement pour elle, une Aes Sedai jaune, c'est celle que fait brûler Aemon Valda, le blanc manteau au début. Il fait peur lui. Il fait très peur, et j'aime beaucoup le côté méchant. Très cool, très méchant, très invasif en plus quand il va fouiller Moiraine. Oui. Et donc l'adja jaune, ce sont les guérisseuses. Oh non, la pauvre. Et il a cramé une guérisseuse. En plus, il lui a coupé les mains avant pour qu'elle ne puisse pas manipuler le pouvoir unique. Ah d'accord, c'est un gamin. Mais en plus, il collectionne les bagues là, ce fou, les 7 bagues. Ouais, non, lui, il est très 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 dangereux. Là. Tout de suite, on nous pose le niveau là des manteaux blancs. Attends, mais d'ailleurs, du coup, les couleurs de manteau, c'est pas connu des autres? C'est connu de tout le monde. Je pense que c'est relativement connu en fait. Dans ce cas, pourquoi l'homme blanc là, du coup les marcheurs blancs, enfin je dis les marcheurs blancs, les manteaux blancs. Pourquoi les manteaux blancs quand ils ont vu Merwin habillée en bleu, ils sont pas dit tiens t'as le manteau bleu d'une c'est vrai qu'ils auraient pu. Après, elle avait enlevé sa bague, mais après les gens de manière générale ils portent des couleurs, notamment quand ils sont nobles, portent des couleurs. C'était pas. Mais on voyait qu'il était un peu méfiant. Oui, ça se voit. D'ailleurs, il a dit j'ai dans l'autre sens, au sens opposé où elle a indiqué. C'est-à-dire qu'elle fait pas confiance, tu vois. Donc, Et c'est un aspect que j'ai bien aimé, ce côté déjà nous montrer que c'est pas justement du tout blanc tout noir, et que chez ceux qui se prétendent serviteurs de la lumière, notamment les manteaux blancs, on sent que même au sein de leur propre faction, il y a des différences, et on a Aemon Valda qui est vraiment la perversion cachée sous son manteau immaculé. Voilà, on voit qu'il est vicieux ce bonhomme là. Et l'acteur le joue très très bien, très cool. Vicieux. Donc voilà, après je pourrais vous parler. Alors on a aussi l'adja brune pour le savoir, etc. Mais je vous laisse aussi découvrir. Ça on le découvrira au fil de la série, j'imagine. Donc, ok, ça va être cool ça. Donc chacun a un rôle. En fait, c'est comme l'histoire de rang, de trucs, de pouvoir. Il y a des différences de pouvoir aussi. Il y a des rangs. Il y a des différences de pouvoir. Je vais pas trop en dire non plus, mais effectivement, en fait, ça, en gros, c'est un peu comme la naissance. C'est très inégal. T'es né avec plus ou moins de capacité à puiser dans le pouvoir unique. Ok, d'accord. Et Moiraine est plutôt parmi les Aes Sedai assez fortes. Ça se voit. On a vu qu'elle a envoyé du bois. En plus, même quand ils parlent d'elle, ils ont dit oui, à ce qui paraît, elle peut détruire un champ de bataille elle toute seule et tout. Oui, c'était ce que disait. C'est les légendes, forcément, c'est toujours surcoté un petit peu. Mais bon, tu vois, avec l'histoire de Manetheren, effectivement, elle a... Oui, voilà, on parle de ça en plus. En cramant complètement, en se perdant, en submergée par le pouvoir, elle avait mis fin à l'armée des Ténébreux qui était encore là. Et puis, n'hésitez pas aussi, si vous avez des suggestions, des questions pour les prochains points de lore, d'univers, si vous avez déjà des questions tout de suite, maintenant on peut... n'hésitez pas à poser des questions sur le TikTok, c'est vrai que je m'occupe pas assez de vous, mais je vous regarde, je vois toutes vos questions et tout, donc n'hésitez pas à poser plein de questions, surtout n'hésitez surtout pas, et on va y répondre. Donc là, d'ailleurs, on va arriver sur la partie questions théorie, là, justement.
Donc, Oui, on va être sur les théories, ce qu'on attend, ce qu'on espère pour la suite. Ce qu'on craint, ouais. Ce qu'on craint aussi. Alors moi, j'en ai déjà parlé, j'ai beaucoup aimé le côté qu'on n'est pas vraiment dans le binaire, sachant que la notion de dualité, c'est un truc ultra important en fait dans la roue du temps. Et par dualité, je veux dire le concept yin et yang, le masculin, le féminin, mais c'est dans l'opposition, mais surtout la complémentarité en fait. D'accord. Ouais. Oui. Et ça, il y a beaucoup la notion d'équilibre en fait qui est au centre, plus que mal et bien. Mais justement, mais après, comme je trouve qu'il y a, en fait, forcément, il y aura un déséquilibre parce que comme il se prive la moitié de la source des pouvoirs, donc les pouvoirs des versions des hommes. Je pense qu'en fait leur monde est soi-disant parfait, mais il n'est pas du tout, puisqu'il manque la moitié quand même des pouvoirs que les humains peuvent contrôler. Oui, donc je pense que ça va créer quelque chose au bout d'un moment, ça. Oui, ce sera des objets de tension par la suite. J'ai une question il y aura combien d'épisodes? Alors on a dit au début, il y aura 8 épisodes, et par contre le nombre de saisons. Parce que moi j'ai entendu dire qu'il y aura 8 saisons, est-ce que c'est vrai ou pas? Alors on ne sait pas du tout, dans aucune série c'est annoncé aussi longtemps en avance le nombre de saisons. On sait que la deuxième est validée, et que le showrunner Rev Jenkins, dans l'idéal, il aimerait qu'il ait développé l'histoire sur 8 saisons. Ouais, mais sachant qu'on a 14 tomes, je vous l'ai dit. Donc, de 1000 pages. Ouais, un peu moins, mais on a plus de 10 000 pages sur l'ensemble de la saga. Gros travail. Et donc c'est un énorme travail d'adaptation en fait, parce que c'est évident qu'ils ne peuvent pas parler de tous les personnages. On a des milliers de personnages dans les livres. Donc le travail d'adaptation est là ultra important. Ah oui, c'est clair, ça c'est difficile. Et toi du coup qui a lu les livres, est-ce que tu trouves que là on a une adaptation assez fidèle, assez bien? Il y a des différences que pour l'instant dans l'ensemble j'ai plutôt apprécié. J'espère qu'on aura des flashbacks avec le père de Rand notamment, parce qu'il y a certains dialogues que j'aurais bien aimé voir avec lui. D'ailleurs on voit que le père de Rand il sait se battre, parce qu'il a fait du 1v1 contre un Trolloc. Le mec il a une épée sous son lit. Ouais, voilà, comme tout le monde, bien sûr, tout le monde a une épée sous son lit, on sait très bien. Et donc le mec il sort ça, il sait que c'est quoi un Trolloc, il se bat, enfin quand même il a bien géré. Au final il s'en est sorti vivant, il s'est fait empoisonner, mais bon, voilà. Mais voilà, on est sur un donc je pense que lui il a un background, ce monsieur. Ouais, ça laisse deviner ça. Puis on voit aussi que Perrine, lui, il a rien appris, mais il est tellement bourrin que bam. Oui, alors lui, Perrine, voilà, bien qu'il fait un 1v1, donc on comprend que lui quand même il est il est quand même différent des autres en termes de puissance. On sait qu'il est physiquement, il est balèze. qu'il est balèze, ça se voit en plus, le gaillard. Ouais. Alors ensuite, moi on a déjà parlé aussi de Logain, le personnage qui a été révélé à la fin. Attends, j'ai une question. Vas-y. Il y a des rumeurs indiquant que la 3e saison est déjà quasi validée et serait tournée immédiatement après la saison 2. Ah bah écoute, si je lis vos commentaires. Hein. Moi, pour moi, c'est pas encore officiel, mais c'est possible. Alors, on demande si c'est que sur Prime Video. Oui, c'est que sur Prime Video. La série est diffusée sur Prime Video. Ouais, et vraiment, je vous la conseille parce que moi, j'ai kiffé. J'ai mangé les 3 épisodes d'un coup. Moi, j'adore la fantasy de manière générale. Ouais, moi aussi, j'adore. Si vous aimez Seigneur des Anneaux, The Witcher et tout, allez-y, les yeux fermés. J'ai beaucoup apprécié. Moi, en tant que fan, en tout cas, j'étais à l'avant-première aussi. J'ai eu cette chance-là. Ah ouais. On était avec des gens de la Pierre de Tir, qui est un site de fans. Avec de très très longue date, des fans des romans bien sûr. Et franchement, les réactions étaient très positives. Alors après, il y a toujours du subjectif dans tout ça, mais nous on a vraiment beaucoup apprécié en tout cas. Ouais, je comprends, mais moi franchement, moi qui connaissais rien là, j'ai vraiment apprécié le truc. Du coup, il y a un truc, on va parler des théories et tout. Moi, c'est par rapport aux personnages. Pour moi, je vois des potentielles évolutions des personnages. Donc on a Egwene, pour moi, qui je pense va s'orienter vers les Assédiens. Aes Sedai, ouais. Aes Sedai. On va y arriver. Voilà qui va être là-bas. Donc on le sent. De toute façon, elle commence un peu à être la padawan de Merwen. Elle commence un peu à maîtriser le truc et tout. On a Perrin qui, pour moi, va être... on est d'accord, le futur maître des loups. Enfin, il va pouvoir contrôler les loups. Il y a un truc, parce que déjà j'ai une question, c'est qu'il était blessé. Le loup lèche sa blessure. Et après, on le voyait qui ne boitait plus. Donc pour moi, est-ce que le loup l'a guéri ? Je peux pas te dire. Parce que franchement, il était mal. Et pour moi, les loups le suivent, mais pour moi, c'est pas en mal. Parce qu'il a dans la montagne, il est fui comme si les loups allaient attaquer. Mais même Perrin sent qu'il veut pas du mal, il est juste pas sûr. Donc moi, je pense qu'il a une histoire avec les loups et que lui, ça va pas être le dragon et que ça va être orienté vers sa carrière avec les loups. Je dis sa carrière, et voilà. Du coup, on a Matt. Alors Matt, je sais pas pourquoi ce personnage, c'est un kleptomane. On sait qu'il fait ça pour la bonne cause, c'est pour ses petites sœurs. Mais je le sens un peu nerveux des fois et je le sens mal. Vraiment, je le sens mal. J'ai l'impression que je me dis, de toute façon, dans l'histoire, dans les 4 ou 5 dragons, potentiel dragon, il en faut bien un qui dérive un peu, qui soit le méchant. En plus, regarde, il a sa tête là. Je me dis, j'ai l'impression que lui, ça va être un peu celui qui va trahir le groupe, qui va un peu, partir un peu en freestyle, un peu le côté obscur.
Je te laisse avec tes théories. Moi, je ne peux pas vraiment répondre. Par contre, on peut revenir sur le passage à Shadar Logos, la cité abandonnée, dans laquelle il va décider de façon assez étrange d'aller voilà, alors là, toucher le coffret, prendre la dague, alors que Lan leur avait dit touchez à rien, bande de... Et là, bande de blaireaux. Moi, j'ai vu un gros clin d'œil à Aladdin, tout simplement, avec Aladdin dans la caverne aux merveilles, quand Aladdin il dit à Iago, à Abou, là, son singe, ne touche à rien. Et là, qu'est-ce fait l'autre? Il prend le joyau et boum, ça déclenche le truc et tout est détruit. Là, donc c'est pareil. t'es en train de traiter Matt de singe, quoi. C'est bien fait pour lui. Écoute, de Abou. Je traite de Abou. Mais il est sympa, Abou, ce titre. Ouais, il est sympa. Mais après, voilà, on sait que c'est un kleptomane, on sait que c'est pour la bonne cause, pour ses petites sœurs. Enfin, on voit son background. Son père, il est horrible, sa mère, elle est folle, elle traite ses enfants, Enfin, c'est horrible. En même temps, tu te dis, le pauvre, moi, je le comprends vraiment. Il part d'assez bas, on va dire. Oui, il part assez bas. Donc, un contexte familial un peu compliqué. C'est ça. Et donc, je me dis, pour ses frères et sœurs, enfin, pour ses sœurs, il est prêt à faire les pires atrocités, je pense. En tout cas, moi, la seule chose que je vais te répondre, c'est que Matt, c'est un des personnages que j'aime beaucoup, que j'adore des livres, en tout cas. Ok. Voilà. Bah ouais, non, mais en tout cas, il est attachant. En tout cas, son background fait qu'il est attachant. Après, moi, j'ai hâte aussi de voir le développement des relations entre Nynaeve, Lan et Moiraine, parce que l'opposition de volonté, notamment entre Moiraine et Nynaeve, puis Lan dans tout ça, comment il va se positionner. D'ailleurs, je sais pas vous, mais moi, j'ai l'impression qu'il y aura une petite histoire d'amour entre Lan, le champion, et Nynaeve, justement, parce que j'ai vu qu'il y a des petits jeux de regard quand même, des jeux de compassion et tout, donc je sais pas si c'est leur délire histoire d'amour là-dedans, mais je me dis ça. Alors du coup, j'ai une question. Alors oui, du coup, quelqu'un qui pose la question. Au tout début, il y a un mec qui s'est poursuivi par les sorcières rouges. Voilà. Donc, du coup, on demande est-ce que son pouvoir à lui a été enlevé? De toute évidence, on le voit pas, mais Liandrine, qui était à la tête des Sedai rouges, s'est occupée de lui, elle l'a coupé de la source. C'est a priori pas forcément un personnage important, c'était juste pour montrer aussi cette façon, ce côté où on pourchasse les hommes pour le pouvoir. Donc, le mec, on s'en fout parce a priori, il est pas très important, mais voilà. Et c'était pour montrer aussi, il croit qu'il a un compagnon. Mais oui, c'est ça. Il est déjà fou en fait. En fait, c'est vraiment un mec random qui. Ok, d'accord. Je pensais que je me suis dit c'est un mec qui a des visions et tout. Non, c'est un bonhomme random. C'est pour montrer un exemple de la quête de Moiraine qui cherche le dragon réincarné. Quand elle le voit, elle dit non, c'est pas lui, c'est bon. D'accord, ok. Voilà. Et du coup, j'ai une question de Joshua qui demande est-ce que ça va être sur d'autres plateformes la série? Et non c'est exclusif à Prime Video. Donc du coup. Il y a quand même 10 millions par épisode, hein, donc voilà. Pardon. Le budget, il paraît que c'est 10 millions par épisode. Mais non, vous avez entendu ou pas? 10 millions. On n'est pas très très loin du budget de la dernière saison de Game of Thrones, par exemple. Donc il y a beaucoup de moyens. Par épisode. Ah ouais, non, mais je comprends mieux. Fallait commencer par là, je comprends largement mieux. Après, l'argent fait pas la qualité, mais en l'occurrence, je trouve que c'était plutôt bien utilisé. Ah, une question intéressante, c'est est-ce qu'on est sûr que le dragon est parmi les 4 jeunes adultes? Est-ce qu'on est sûr? Moi, je suis sûr, mais c'est Merwen. En fait, en tout cas, d'après ce qu'on a compris, c'est Merwen qui a l'air assez sûr. Et moi, j'avoue, j'ai confiance en elle. Alors, tu l'appelles Merwen, mais tu peux. Si tu veux, continue à l'appeler Merwen. Mais c'est quoi son blague? Si je prononce à la française, c'est Moiraine. Moiraine. Et en anglais? Moiraine. C'est compliqué. Moiraine. Dans les deux cas, je suis perdu. C'est normal. Tout le monde on a découvert 70 noms en 3 épisodes. Et du coup, on demande pour toi. Ah non, pas pour toi, tu spoil. Mais du coup, on va demander à moi. Et pour moi, Laurie, c'est qui le dragon? C'est la question qu'on pose sur TikTok. Ouais. Pour moi, le dragon, c'est Rand. En fait, je me dis c'est le choix facile. C'est le héros. Et d'ailleurs, petit truc, il me fait penser à Anakin Skywalker dans l'épisode 2. Quand il est en mode apprenti avec, tu vois, même coupe un peu, je me dis, voilà. Il y a pas mal de gens qui ont fait ce... je suis content. Je suis content de pas être ça, parce que je me suis dit, c'est qui ce Anakin? Ça a pris combien de temps pour faire le film? En plus, c'est pas un film, c'est une série. Donc là, c'est une question de Célia. Je sais pas exactement, mais ça a pris au moins... Ça fait longtemps moi, que je sais que le projet est en cours, et ça prend plus d'1 an. Si on compte tout, c'est de très longs tournages, hein, forcément. D'accord, 1 an, 2 ans. Ils ont beaucoup joué, ils ont beaucoup tourné en milieu naturel, comme on a des super plans. Les décors sont incroyables. Franchement, c'est parmi les points aussi que j'ai aimé, je voulais te dire, mais les décors, franchement, les vues là en hélicoptère, là, tu vois des trucs et tout, des drones, là, c'est vraiment bien. Donc voilà, moi j'ai hâte de voir tous ces personnages évoluer, que vous découvriez tout ce que j'ai adoré dans les livres sur leur personnalité, ce qui va leur arriver. Il va leur arriver des trucs de gueudin, franchement. Il y a des événements incroyables, des découvertes de culture, etc. Et donc on continuera chaque lundi à faire ce récap, ce débrief avec vous, puisque dès vendredi prochain, on a un prochain épisode. Oui. Et
on revient lundi prochain pour vous en parler sur les mêmes réseaux à la même heure. Sur TikTok, sur Instagram, sur les réseaux de Prime Video et sur mon TikTok. Et là, on va commencer à midi pile. On a un petit peu de retard, mais c'est rien. Mais du coup, c'est à partir de midi. Et surtout, moi, j'ai un truc à vous demander, c'est de faire vos devoirs. Donc, vos devoirs, c'est quoi? C'est de regarder les 4 épisodes pour lundi. Comme ça, on va en parler. Que ça, vous pourrez poser plus de questions parce que je sais que là, il y en a plein qui découvrent. C'est sorti à peine vendredi. Donc, rattrapez votre retard. Et du coup, on en parle bien comme il faut à l'épisode 4. Ouais, lundi prochain. Faites-vous plaisir. Et puis, donc, on vous attend de pied ferme lundi prochain. Kiffez bien la série. Moi, j'ai vraiment adoré. Vive la fantasy. Eh oui. Et puis, donc, merci Laurie. Et merci à toi, Captain Popcorn. Et merci les roues du temps. Au revoir.